Salut les amis, aujourd'hui on se trouve pour la totale présentation du jeu Clash of Rage, un jeu de chez Ori Games édité par La Boîte de Jeux, à 4 joueurs à partir de 14 ans, et une partie dure 90 minutes. C'est un jeu de Frédéric Guérard illustré par Jib, et comme on est sur la chaîne Total Board Games, on va totalement présenter ce jeu. On va ouvrir le jeu et présenter le contenu de la boîte. 2, je vais vous présenter les options de customisation et comment améliorer votre jeu. Étape numéro 3, on va faire les mises en place et toutes les présentations des mécaniques du jeu. Et c'est parti avec l'étape numéro 1, ouverture de la boîte et présentation du contenu du jeu. Première chose, la boîte est très grande et très lourde. On va regarder les côtés. Donc chaque côté a une illustration différente. Clash of Rage est un jeu édité par Ori Games et La Boîte de Jeux à partir de 14 ans. De 1 joueur et jusqu'à 4 joueurs. Une partie dure en moyenne 90 minutes. La mise en place comptait entre 15 et 20 minutes. Vous pouvez trouver le jeu pour environ 90 €, prix de vente public. Le jeu a été financé sur Kickstarter une première fois le 9 juin 2017 et a eu un reprint financé à nouveau le 21 novembre 2019. Donc revenons à l'ouverture de la boîte. Donc en fait, la protection qu'on voit ici n'est pas la boîte. Il faut retirer cette protection cartonnée pour accéder à la boîte normale. Il existe 4 sortes de boîtes souples de protection, une par faction. Ici, nous avons la rouge. Donc voici la boîte avec toujours 4 côtés. Chaque côté a une illustration particulière. Alors on voit pas très bien sur la vidéo, mais on a un vernis sélectif et le rendu global est superbe. Au dos de la boîte, on va retrouver le contenu, la présentation globale du jeu. Et c'est parti pour l'ouverture, on va voir ce que contient exactement la boîte. Alors première chose, on a une protection plastique qu'il va falloir retirer sur le premier thermoformage. Une grande plaque. Ensuite, nous avons les cartes de faction qui viennent se loger dans le thermoformage. On trouve par faction 3 types d'unités. Les cartes sont recto verso. On a une carte en français et une carte en anglais. Donc l'éditeur a choisi de faire le jeu à la fois en français et en anglais, ce qui limite les coûts et permet également d'avoir le double de contenu. On verra plus tard, notamment au niveau des cartes, puisqu'on aura l'ensemble des cartes dans les 2 langues. Donc on trouve sur chacune des cartes de faction une unité de base, une unité au centre qui est intermédiaire et l'unité élite sur la droite, avec des caractéristiques différentes bien entendu. Ensuite, nous retrouvons un second thermoformage avec plusieurs paquets de cartes. Donc les protections ici ne sont pas conservées, vous pouvez les détruire et les jeter. Un premier paquet de cartes sont des cartes brillantes, donc le rendu est magnifique, avec des couleurs changeantes en fonction de l'inclinaison de la lumière. Donc ce sont des cartes d'équipement légendaires qui vont apporter des bonus. Donc on le verra plus tard, ces cartes d'objets magiques, d'objets uniques, nous sont craftées et permettront d'obtenir des points de victoire. Ces points de victoire permettant de gagner la partie. Ensuite, on a un paquet de cartes plus petites. Là aussi, on peut jeter le plastique d'origine. Donc nous verrons plus tard l'utilité de ces petites cartes avec des numéros par ordre croissant sur chacune des cartes. Sur la plaque de thermoformage, on va retrouver les figurines de petite taille avec des codes couleurs, 4 types de couleurs, donc du marron foncé, du rouge, du vert et du violet, qui correspondent à chacune des 4 factions de départ. Ensuite, nous avons une seconde protection pour accéder au second thermoformage. Donc nous retrouvons ici un sac au motif elfique, vide. Ensuite, des dés avec 2 faces
Donc une phase crâne qui est une touche, une réussite, et 2 faces vierges. Donc sur un dé 6, nous avons 4 crânes et 2 faces vierges. Ensuite, nous retrouvons des sachets de rangement plastique qui vont vous permettre de ranger les tokens notamment. Mais comme on le verra dans l'étape numéro 2, la customisation, moi je préfère largement des boîtes en plastique plutôt que ces sachets plastiques où finalement, à force de les ouvrir et de les refermer, on va les casser et c'est pas très pratique pour ranger au final. Ensuite, nous allons trouver des cartes taille standard. Donc il s'agit de cartes d'équipement qui vont octroyer des bonus. Ainsi que des cartes d'initiative avec des chiffres. C'est le joueur qui a la plus faible initiative qui peut jouer en premier. Des rappels de règles du jeu. Donc à chaque fois, recto verso, anglais et français. Ensuite, nous trouvons d'autres paquets de cartes d'équipement. Donc toujours anglais et français. Ensuite, un autre paquet de cartes. Donc là, il s'agit simplement des cartes qu'on a vues précédemment, mais en version anglaise. Ensuite, nous retrouvons le second thermoformage, avec les unités d'élite, par faction. Donc on retrouve les rouges, les gris, les violets et les verts. Alors toujours un beau niveau de finition. Des socles hexagonaux. Le plastique est relativement rigide. Alors toujours le gros problème pour sortir les figurines, donc pour les rentrer, où ça coince, ça frotte au niveau du socle et de la figurine. Il faut forcer pour les rentrer et tirer fort pour les sortir. Donc là c'est un gros problème. Je pense qu'à la base c'était une bonne idée de l'éditeur qui voulait que les figurines ne se promènent pas, mais au final c'est une fausse bonne idée. Puisque du coup ça nous empêche de customiser les figurines, et pire, on risque de casser les parties les plus fines des figurines. Donc là c'est un gros point noir du jeu. Vous voyez là par exemple pour sortir, il faut vraiment forcer. Et ensuite on a des parties souples, notamment la lance, et à force de rentrer et de sortir, déjà que la lance là elle est souple, on risque fortement de la casser. A noter qu'en bas des socles, on retrouve une lettre et un chiffre. Je pense que c'est plus au niveau de l'usine de fabrication. Ça n'a pas forcément d'intérêt et de signification dans le jeu. Sinon, les figurines sont plutôt jolies, assez grosses et bien détaillées, avec un niveau de remplissage relativement élevé, je pense. Donc dans l'ensemble, on a affaire à un beau matériel, relativement rigide, bien fini, mais le thermoformage est un gros point noir. Ensuite, nous allons retrouver le livre de règles, alors les deux livres de règles, en français et le rulebook en anglais. Donc il est relativement peu épais, il est clair, il y a des schémas explicatifs, la typographie est grosse, c'est précis, synthétique. Les règles sont relativement simples pour un core game, comme on le verra plus tard dans l'étape 3, l'explication du jeu, avec un résumé des règles. Tout est clair et bien expliqué. Et le bouquin fait pas 50 pages, ça c'est plutôt appréciable. Pour ceux qui connaissent, je dirais qu'on est plutôt à l'opposé du Batman City Chronicles ou du Conan de chez Monolith. Avec un résumé des règles à l'arrière, comme souvent. Donc là, très bon point au niveau du livre de règles. Ensuite, on va retrouver deux livrets de campagne, toujours pareil, français et anglais.
Et comme la chaîne s'appelle Total Board Games, je me sens obligé de prendre la version anglaise. Donc là, on va retrouver une explication du fluff et de l'univers du jeu, pour l'aspect narratif de la campagne. Et ensuite, on va commencer avec le scénario numéro 1, la mise en place, les règles spéciales au scénario, et ainsi de suite. On va comme ça défiler tout un tas de scénarios qui vont pouvoir se jouer consécutivement. Là aussi, c'est bien fait, c'est clair, c'est synthétique. Il y a des schémas explicatifs, c'est coloré, la police est sympa, le rendu général est très bon. Là, on voit 4 couleurs par exemple, qui définissent bien les différents scénarios. C'est très efficace, c'est clair, synthétique, précis, coloré, très bon point. Et donc en dernier, le Final Battle, scénario 15, et au dos, un résumé de campagne avec les joueurs, les scénarios joués et les résultats. Passons désormais aux tuiles. Donc c'est relativement lourd, il y en a beaucoup. Donc on va retrouver un premier punchboard avec des tuiles petites, on va dire, toujours hexagonales. Donc parfois elles sont double face. Là les faces sont identiques. Donc sur chaque tuile on va retrouver le logo de la faction et une illustration. Je vais vous lire la description du jeu. De mémoire d'homme, le monde a toujours été dominé par les elfes. Les elfes arrogants et imbus d'eux-mêmes. Mais leur hégémonie touche à sa fin. Leur empire est sur le déclin. De la tribu Borog à la baronnie Stemfield, en passant par le Cloudfield et l'armée du tombeau, chaque clan s'arme secret pour conquérir les cités elfes et récupérer les précieux cristaux. Grâce à ces derniers, ils pourront forger des équipements légendaires et assurer leur domination. Là, on est sur une forge. Au verso, on a une grille de prison. Là, on va retrouver un token spécifique. Il me semble que ça doit être le boss du scénario 15. Et enfin, beaucoup de tokens divers et variés, des boules de feu, l'œil de Sauron, on dirait, et des elfes, des cristaux, etc., etc. Le plus simple, c'est que je vous les montre tous. Et là, on a la base de la petite figurine en carton qu'on a vu tout à l'heure. Donc il suffit de monter le socle sur la base. Voilà, on obtient une figurine comme ça. Donc on pourra facilement remplacer par une figurine d'un autre jeu pour faire plus sympa. Ensuite, on a un second punchboard. Donc là qui s'en vient tout de suite. Donc on est toujours sur une grande tuile hexagonale composée de 7 hexagones et qui forme une espèce d'alvéole, de ruche. Voilà, donc on va retrouver une face recto, une face verso. Donc ici on a des forêts. Là on va retrouver plutôt des marécages avec un grand cristal au milieu, une forge, un cristal particulier, des montagnes et des routes. Voilà, c'est relativement épais, c'est rigide, c'est très bien fini. Et l'aspect général est très sympa. Ensuite, tout autour, on va retrouver encore des tokens, donc des pièces, et d'autres tokens divers et variés. Ensuite, un autre punchboard. Donc là, la tuile principale est tombée au fond de la boîte. Donc on retrouve encore tout le tour du punchboard différents tokens, des pièces, des elfes, etc. Des cristaux. Le dernier, l'avant-dernier, enfin non, même pas, encore 3 autres. Des punchboards encore. Encore un autre. Et encore un. Maintenant, les tuiles centrales. Donc on a toujours une face, on va dire, de forêt classique. Et au verso, une face différente. Ici, par exemple, une sorte de désert. Ensuite, une face classique, entre guillemets. Et au verso, une face, on va dire, montagneuse. Toujours avec une forge
et une cité centrale au milieu et un cristal jaune par exemple. La face classique, avec des forêts, des montagnes, une forge, une cité, des routes. Et ici, une face avec des forêts très denses, beaucoup de forêts. Une forge toujours. Et enfin, la dernière tuile. Donc là, c'est l'hiver, c'est la partie glacée. Avec toujours une forge, une cité et un cristal. Et voilà pour l'ensemble du contenu du jeu. Avant de passer à l'étape numéro 2, voici en résumé ce qu'on va trouver dans la boîte. Donc des cartes, 9 types de cartes de taille, les cartes de faction grand format, plusieurs dés, une dizaine de faces, un sachet, un livre de campagne, un livre de règles, des tuiles de deux tailles, des grandes et des petites, et beaucoup de tokens, des pièces, des elfes, etc. etc. Et 2 foam trays remplis de figurines plastiques, petite taille et grande taille. Maintenant qu'on a vu la présentation du jeu et du contenu de la boîte, passons tout de suite à l'étape numéro 2, les options de customisation. Alors, pour les options de customisation, on va commencer par la partie des figurines, donc ça va être très rapide. Ici, on va constater que chaque figurine est insérée de manière très forte dans le foam tray. Il faut enfoncer comme ça la figurine pour la remettre en place. Alors l'avantage, c'est que les figurines, elles ne vont pas bouger, ça c'est bien. Par contre, le gros inconvénient, c'est qu'ici, vous voyez, il faut forcer pour sortir la figurine. Donc je vois 2 énormes inconvénients à ça, c'est que il va être absolument impossible de peindre les figurines, parce qu'avec le frottement ici, on va détériorer la peinture, et donc ça sert à rien de peindre. Et l'autre problème, c'est que comme on est sur des parties plastiques ici relativement souples, eh bien à force de les insérer et de les enlever, on va tout simplement casser des parties de la figurine. Donc là, pour le coup, sur les options de customisation concernant les figurines, si on garde les foam trays d'origine, il n'y a aucune option de customisation. Ce qui me fait passer tout de suite justement à l'option numéro 2 qui consiste à prendre un foam tray séparé du type de chez Felder par exemple. On va pouvoir venir acheter des inserts en mousse adaptés à la taille de la boîte de base qui vont nous permettre de poser nos figurines à l'intérieur et donc de pouvoir les peindre. On va se trouver sur le site de Felder. On va retrouver le set mousse Felder pour Clash of Rage, la core box. Alors c'est 40 €, donc ce qui est quand même relativement cher. Par contre, c'est un insert pile adapté à la largeur spécifique de la boîte. On est sur une très grande boîte en termes de largeur. C'est pas des boîtes de taille, on va dire standard du type Zombicide, Nemesis où on va être beaucoup plus court. Donc on va retrouver de quoi mettre l'ensemble des grosses figurines, des tokens ici, ainsi que des cartes. On va bien sûr perdre un peu de hauteur de boîte, mais finalement pas tant que ça, peut-être 1 ou 2 cm. Et donc pour ça, on va avoir donc 2 foam trays pour les petites et pour les grandes figurines, avec des compartiments pour les cartes et d'autres pour les tokens. Donc là, on est vraiment sur un produit de très haut de gamme, très adapté au jeu. Par contre, c'est 40 €. Ensuite, je vais vous présenter la campagne Kickstarter, la première, où il y a eu 2363 backers. Ça s'est clôturé en juin 2018. Vous aviez plusieurs niveaux de pledge, dont un Early Bird à 80 €. Comme toujours sur Kickstarter, vous avez des tonnes et des tonnes de contenu additionnel exclusif. Aujourd'hui, la version que je vous propose, c'est la version commerciale que vous pouvez trouver en boutique, aux alentours de 80-90 €. Donc ici, la version que je vous présente, elle m'a été offerte par l'éditeur du jeu, Ori Games, que je remercie d'ailleurs. Alors c'est pas spécialement pour faire la vidéo, c'était pour faire une autre vidéo sur la version online du jeu It's a Wonderful World, que j'ai faite aussi, vous pouvez la voir sur ma chaîne si vous aimez ce jeu. Du coup, le fait que l'éditeur m'ait offert le jeu, ça va pas remettre en cause mon objectivité. Et à la fin de la vidéo, je mettrai une série de notes, enfin 3 notes, pour faire une note moyenne sur 10. Pour revenir au Kickstarter, voici la seconde réédition. Fin 2019, il y a eu plus que 836 backers. Donc c'est beaucoup plus confidentiel. Voilà, il y avait un nouveau clan par exemple. Et je vais vous lancer la vidéo de présentation officielle de la campagne Second Printing.
Cette vidéo est plutôt bien faite, elle a l'avantage de présenter le jeu et ses mécaniques de base. Après, on n'est pas sur des vidéos de chez Semon par exemple pour des Zombicide ou d'autres jeux à grosse production, mais c'est une vidéo qui reste tout de même très efficace et plutôt bien faite. Après, je vous laisserai voir la campagne. Je mettrai le lien de la campagne Kickstarter en description, en commentaire. Comme pour la première campagne, le jeu est édité à la fois en français et en anglais. Au niveau des protections, pour les cartes, vous aurez besoin de 3 tailles de sleeves différentes. Pour les tailles les plus communes, les plus courantes, vous allez avoir besoin de 88 par 63, qu'on peut trouver facilement chez Ultra Pro par exemple, chez Amazon. Donc là, je vous mets Amazon parce que c'est vraiment une taille très standard et on peut avoir 1000 sleeves pour une dizaine d'euros. Donc là, je vous conseille de prendre ce type de sleeve. Pour les cartes les plus petites, vous aurez besoin du 44 par 63 qu'on peut trouver par exemple chez Mayday Games. Donc là c'est beaucoup plus cher puisqu'on est sur des tailles moins conventionnelles. Donc là on est sur 1,75$ les 50 sleeves. Vous aurez besoin que de 50 sleeves pour les plus petites cartes. Et enfin pour les plus grandes tailles de cartes de type carte de tarot, vous aurez besoin du 80 par 120. Dans tous les cas je vous mettrai les références dans les commentaires de la vidéo. Vous pouvez aussi les trouver chez Mayday Games. Donc là, pareil, le prix, c'est beaucoup plus cher. Après, je vous conseille, moi, plutôt de sleever que les cartes standards, celles que vous allez utiliser le plus. Pour les autres, c'est peut-être pas nécessaire. Concernant les tokens, j'ai pas grand chose à dire, sinon que pour les pièces, ici, on va retrouver, donc il y a 3 types de pièces. Les pièces numéro 1, les pièces numéro 5 et les pièces numéro 10. À savoir que les pièces numéro 1 et 5 sont pratiquement identiques en termes de taille, il n'y a que la 10 qui est supérieure. Pour remplacer ce système, qui est plutôt sympa, les pièces sont plutôt bien faites, ça reste des tokens en carton tout à fait classiques, mais plutôt bien fait. On va avoir la possibilité ici de prendre ce type de pièces métalliques. Donc je vous mettrai les références des pièces. Donc ça, ce sont des pièces de chez Gyoki Starter où on va avoir 3 couleurs de pièces. On va avoir les pièces ici de type bronze ou cuivre, les pièces en argent et enfin les pièces en or. Où on pourra tout à fait dire qu'ici on est sur la valeur 1, 5 et 10 par exemple. L'avantage ici c'est qu'on est sur des pièces métalliques plutôt jolies. Donc ça change un petit peu des jetons en plastique comme ça. Donc on peut remplacer ces pièces carton par des pièces métalliques. Je vous mettrai les références en commentaire. Donc pour les tokens comme ceci, je vous conseille de prendre des boîtes en plastique comme ça. Je vous mettrai la référence en commentaire. L'avantage ici sur ces boîtes de type compartimenté, c'est qu'on va pouvoir moduler les compartiments en ajoutant ou en supprimant, comme ceci. Et on va venir pouvoir ranger tout ce dont on a besoin. Nos dés. Dans le petit, on va pouvoir mettre les tokens dont on va le moins se servir. Par exemple, les tokens ici, point de vie, pouvoir les mettre ici. Les grandes tuiles, on va pouvoir les ranger comme ça. Vous voyez, ça ferme. Les pièces, alors si on conserve les pièces du type pièces en carton, on va pouvoir les mettre au milieu par exemple. Ensuite, on a d'autres tokens qu'on va pouvoir venir ranger par exemple ici. Des tokens dont on va peut-être un peu moins se servir, eh bien, on va pouvoir les mettre dans le petit compartiment ici. Et ainsi de suite, on va pouvoir remettre ici des compartiments pour remettre les différents tokens et tout ranger dans une boîte plastique. On a présenté le matériel et les options de customisation. Maintenant, passons à l'étape numéro 3, mise en place et mécanique du jeu. Première étape, on va prendre autant de tuiles, de grandes tuiles qu'il y a de joueurs. Par exemple, pour une partie à 3 joueurs, on va donc prendre 3 tuiles et on va venir les disposer ici, eh bien, comme on veut. Par exemple, on peut faire ça, on peut varier, on peut tourner la map. Voilà, on fait vraiment comme on veut, avec les faces qu'on veut, et on vient les disposer un peu comme on veut. Allez, je vais prendre cette configuration. L'étape suivante, on va venir prendre l'ensemble des jetons elfes, qu'on va venir mettre ici, à l'intérieur du sachet elfe. Donc ensuite, eh bien, on va mélanger. On va venir disposer 4 jetons faces visibles sur chacune des cités elfes. Donc par exemple, ici, on va devoir prendre 12 jetons elfes, et venir les disposer de manière aléatoire, sans regarder. Donc 1, 2, 3 et 4. Ensuite 1, 2, 3, 4 aussi, bien sûr. Et puis enfin 1, 2, 3 et 4. On a 3 types de jetons elfes. On va retrouver le templier, le doyen et le garde étincelant, avec des caractéristiques différentes. Donc une fois qu'on a mis sur chacune des cités 4 jetons elfes, eh bien on va venir mettre 2 jetons elfes sur les forges. Donc ici un doyen, plus un garde étincelant. Ici on va retrouver un templier et un garde étincelant. Et enfin un templier et un deuxième templier sur la troisième forge. Étape suivante, on va récupérer la carte de caractéristiques des elfes et on va venir la mettre comme ça, face visible, à côté du plateau, pour se rappeler des caractéristiques des différents
personnages, donc le Templier, le Doyen et le Garde étincelant. Par exemple, on peut la mettre ici. Ensuite, on prend les équipements légendaires et on vient les mélanger et constituer une pioche face cachée, par exemple ici. Ensuite, on va venir positionner les dés autour du plateau de jeu, ainsi que les jetons rage à côté des dés pour qu'ils soient accessibles à tous les joueurs. Ensuite, on prend les cartes équipements qu'on vient mélanger pour constituer une pioche qu'on va pouvoir mettre à côté des cartes d'équipement légendaires, face cachée. Alors, nos cartes d'équipement, on va venir les positionner ici, on va venir en tourner 6. Ça va constituer le marché noir. Si on trouve des doublons, eh bien on vient, par exemple ici, on a 2 boucliers colossales, on les met les uns par-dessus les autres, 5 et 6. Chaque joueur prend la fiche qui correspond à l'armée qu'il a choisi de jouer. Par exemple, je vais jouer l'armée du tombeau. Donc je vais prendre ma fiche d'armée ainsi que toutes les figurines, c'est-à-dire 10 carcasses, 5 nécromoines et 3 morlords. J'ai l'ensemble de mes figurines. Je vais également récupérer dans les cartes du jeu les cartes qui correspondent à ma faction. Donc ici je récupère mes 7 cartes tactiques qui vont me permettre de jouer et je vais les mettre à côté du reste de mon équipement. Une fois que tous les joueurs ont fait de même, c'est-à-dire qu'ils ont récupéré les figurines, les cartes tactiques, la fiche d'armée, eh bien on peut lancer la partie. Concernant les règles du jeu, on va commencer par les tuiles. Une tuile se compose de 7 territoires, avec une cité elfe au centre, qui sont protégés par des elfes en début de partie. Chaque cité elfe que l'on contrôle va nous rapporter 3 cristaux à la phase de revenu et également un point de victoire par cité elfe que l'on contrôle. Sur les tuiles régions, nous pouvons également trouver ici des blocs rocheux. Les blocs rocheux sont infranchissables. L'unité ne peut traverser un bloc rocheux que si elle a le bonus vol. Là, on va avoir une forge. On doit contrôler au moins une forge pour forger des équipements légendaires. Elles sont protégées par des elfes en début de partie. On l'a vu précédemment, on a 2 elfes sur la tuile forge. Et enfin, ici, nous avons une pierre de renfort. Leur couleur et leur forme indiquent le niveau de l'unité qu'elle permet de recruter. Ici, on a une pierre de renfort de niveau 1, tandis que là, on aura une pierre de renfort de niveau 2. Ça permettra donc de recruter des unités de niveau 2, par exemple. Voyons désormais les unités. On va retrouver l'illustration des unités de base, intermédiaire et élite, avec une série de caractéristiques. Ici, c'est la puissance, c'est-à-dire le nombre de dés que l'on va jeter. Là, c'est le déplacement maximum d'une unité. Et ensuite, ici, c'est le nombre de points de vie. Ensuite, on va avoir des caractéristiques spécifiques qu'on va retrouver en haut. Cette caractéristique fait absorber 1 point de dégâts, c'est-à-dire que pour détruire la carcasse, il va falloir non pas faire 1, mais 2, puisque la première blessure sera absorbée. Sur le nécromoine, on va retrouver ce symbole qui va permettre de faire une relance, tandis que le morlord, lui, a ce symbole qui est un symbole de lenteur. On le verra plus tard dans les combats. Il vaut mieux en avoir le moins possible. Et enfin, cette caractéristique va simplement rajouter une blessure lors des attaques. Avant de commencer, on va prendre cette tuile de départ et venir la positionner à l'intersection de 2 tuiles existantes. Par exemple, on va pouvoir la mettre ici, ou bien là, ou encore ici, par exemple. Donc ceci va être ma tuile de départ. On va venir prendre les 7 cartes, on va les mélanger, prendre les 3 premières cartes, ça va constituer notre main. Donc au premier tour, on va choisir ici, parmi ces cartes, on a des chiffres qui vont déterminer l'ordre d'initiative, en sachant que c'est celui qui aura le plus petit chiffre qui va jouer en premier. Au hasard, je vais choisir celle-ci. Donc je vais la mettre face cachée vers moi, et une fois que les 3 joueurs, on aura tous choisi notre carte, on va tous la retourner. Et c'est celui qui va avoir le résultat ici le plus petit qui va démarrer. Alors imaginons que ce soit moi, malgré que j'ai 88, imaginons que ce soit moi qui débute. Donc à ce moment-là, eh bien, comme il s'agit du premier tour, je vais prendre ma tuile bastion et je vais venir la positionner à l'intersection de 2 autres tuiles. Donc ce peut être ici, ici ou ici. Une tuile bastion ne peut pas être adjacente à une autre tuile bastion. Imaginons que je choisisse de la positionner là. Ensuite sur ma carte, je vois que je vais tout de suite donc récupérer 15 pièces. Donc je vais venir prendre ici 15 pièces. J'ai mis mon plateau de jeu ici, donc je vais venir prendre mes 15 pièces et venir les positionner sur mon plateau de jeu comme ceci. Toujours par rapport à la carte, je vais venir récupérer ici mes unités. Donc 4 carcasses et 2 unités élites que je vais venir mettre ici sur mon bastion. Au niveau des revenus, si un joueur contrôle une cité elfe, il reçoit en plus un bonus de 3 cristaux. Alors là, j'ai mis mes unités sur mon bastion, puisqu'on est au tour 1, et pour l'instant, la seule carte que je contrôle, c'est mon bastion. Mais plus tard, par exemple, si je me trouve comme ceci, eh bien, je vais pouvoir venir mettre mes unités de renfort, soit sur mon bastion, soit sur une tuile où j'ai déjà des unités présentes.
Donc une fois qu'on a résolu les effets de la carte tactique, on va venir mettre cette carte dans notre pile de défausse, ici. Ensuite, on va passer à l'action suivante. Donc une fois que tous les joueurs ont résolu l'effet de la carte tactique, on va pouvoir commencer, toujours dans l'ordre du premier joueur, à résoudre la première action. Donc on va pouvoir soit équiper ses armées, soit se déplacer et combattre. Équiper ses armées, vous pouvez faire une, plusieurs ou toutes ces options dans l'ordre de votre choix. Vous pouvez acheter des équipements au marché noir, forger un et un seul équipement légendaire et réorganiser les équipements de votre fiche clan. Par exemple, on l'a vu tout à l'heure, j'ai récupéré 15 pièces. Grâce à ces 15 pièces, si je vais voir au marché noir, je vais pouvoir acheter l'ensemble des équipements puisque le plus cher c'est le bouclier colossal et il coûte 15 pièces. On peut très bien acheter plusieurs équipements. Je décide d'acheter la cuirasse et le plastron. Une fois que j'ai acheté mes équipements, je dois toujours avoir 6 matériels dans le marché noir. Donc je vais venir approvisionner mon marché noir. Si jamais on tire une carte comme là par exemple qui est déjà présente, et bien on la met par-dessus l'autre. Donc là on a bien 3, 4, 5, 6 équipements au marché noir. Une fois que j'ai ces équipements, je vais pouvoir les mettre sur l'une ou l'autre de mes unités. Donc là on est sur des équipements de type armure. Donc on va venir les mettre ici sur la partie basse de la carte. Par exemple, je vais décider de mettre le plastron sur mon unité Morlord. Donc pour ce faire, eh bien, je vais mettre ma fiche comme ceci et placer la carte d'équipement comme ça. Tous mes Morlords vont instantanément gagner le bonus ici qui annule une blessure. Et je vais donner la cuirasse qui rajoute un point de vie, par exemple, aux carcasses, qui dans ce cas, donc un point de vie supplémentaire, donc 2, ont toujours le bonus qui annule la première blessure, mais par contre, ils gagnent aussi un malus de ralentissement, on verra plus tard. Au niveau de la phase d'équipement, si on contrôle une tuile avec une forge, on va pouvoir aller dans la pioche des équipements légendaires et venir piocher une carte par forge qu'on a. Par exemple, ici, je contrôle une forge, donc je vais venir piocher une carte. Si j'avais 2 forges, j'aurais pu piocher 2 cartes. Et ensuite, eh bien, on va venir pouvoir forger cet équipement. Pour forger un équipement légendaire, c'est très simple. Alors déjà, on peut le faire qu'une seule fois par tour, eh bien ça va nous coûter un coût décroissant par nombre de forges que l'on possède. Si on possède 0 forge, eh bien on ne peut pas forger un équipement légendaire. Si on possède une forge, eh bien ça va nous coûter 6 cristaux. Et si on possède 2 forges ou plus, eh bien ça va ne coûter que 3 cristaux. Ces équipements légendaires, bien sûr, ce sont des équipements. Par exemple, ici, le purifieur, c'est un équipement, c'est une arme. Donc je vais pouvoir venir équiper, par exemple, au hasard, mes carcasses. Donc là, c'est une arme, je la mets en haut. Et donc gagner plus 3, donc ça me fera 7 par action d'attaque. Comme on l'a vu, on peut choisir comme action soit d'équiper ses unités en allant au marché noir et en craftant, en fabriquant une arme légendaire grâce à la forge, mais on peut aussi choisir de se déplacer et de combattre. Au niveau du déplacement, chaque unité a ses propres caractéristiques de déplacement. Par exemple ici on a des carcasses et des morlords, donc les carcasses ont une vitesse de 2 et les morlords également de 2. Chaque unité est indépendante, c'est-à-dire qu'on peut très bien décider de déplacer nos unités sur des tuiles au choix, comme on veut. Simplement, il y a plusieurs choses, on doit s'arrêter dès lors qu'on rencontre une unité ennemie, par exemple ici. Il y a une exception à cette règle, c'est la règle du débordement. Dès qu'on a le même nombre d'unités, par exemple ici 1 contre 1, les autres unités vont pouvoir se déplacer librement à travers. Par exemple, on se rappelle que nos unités carcasses sont au mouvement de 2, donc cette unité va pouvoir venir par exemple faire 1 et 2. Celle-ci 1 et 2. Il est impossible à une unité d'aller sur le bastion d'un adversaire. Par exemple, ce mouvement n'est pas autorisé. On résout les combats une fois qu'on a terminé le déplacement des unités. Ces actions de combat se font dans tous les territoires que vos unités partagent avec celles d'un autre joueur ou avec des elfes. On résout le combat dans l'ordre que l'on souhaite. On doit définir un combat avant de passer au suivant. Le joueur dont c'est le tour est l'attaquant. L'autre joueur ou les elfes sont le défenseur. Un combat se résout en une succession d'assauts en commençant par le joueur qui a l'initiative. Les joueurs jouent l'un après l'autre un assaut jusqu'à ce qu'une armée soit anéantie ou prenne la fuite. Les elfes sont joués par le joueur qui est à droite de l'attaquant. Il lance les dés et prend les décisions de répartition des dégâts. Il peut ou non écouter les conseils des autres joueurs. Qui frappe le premier? Pour cela, on va déterminer la lenteur des armées. Chaque joueur additionne le nombre de sabliers de ses unités présentes dans le combat et de leurs équipements. Par exemple, dans ce combat, on va retrouver une unité de carcasse contre une unité de pummeleur. La carcasse, elle a un symbole ici de sablier parce qu'elle est équipée de la cuirasse, tandis que l'unité de pummeleur, elle, a 0 symbole. Donc c'est l'unité pummeleur qui a l'initiative et qui va donc frapper en premier. À noter qu'en cas d'égalité, c'est le défenseur qui aura l'initiative et qui attaquera le premier. Alors pour lancer l'attaque, c'est relativement simple ici puisqu'on n'a qu'un type d'unité. Donc on va prendre notre unité, par exemple la carcasse, et bien on va lancer donc 4 dés, éventuellement avec des bonus. Donc là par exemple j'ai 4 dés, donc on va lancer 4 dés. On obtient 3, donc on va infliger 3 blessures. Le pummeleur, lui, a un point de vie, donc il absorbe déjà la première blessure, il en reste 2. Donc ce qui est suffisant pour le détruire. Donc on va venir ici retirer la figurine et la rendre à son propriétaire qui la mettra dans sa réserve pour redéployer ultérieurement.
Maintenant, on va prendre un autre exemple. Imaginons qu'on soit dans cette configuration. Et bien, dans ce cas, on va venir prendre la caractéristique d'attaque de l'unité la plus puissante. Ici, donc, le Morlord, qui a une caractéristique de 6, et lancer 6 dés. Donc là, c'est super, j'obtiens 6 réussites. Je vais pouvoir répartir mes touches selon les figurines que j'ai en face. J'ai un Pummelier et 2 Crack Rider. On a un bouclier, donc on va venir retirer une touche, donc il me reste 5 touches. Donc ces 5 touches, eh bien je vais pouvoir répartir mes touches, par exemple en infliger 2 pour celui-ci, encore 2 ça fait 4, et la 5e sur celui-ci, et donc venir retirer les 3 figurines. A noter que les bonus, par exemple ici le bouclier du Pummeler bénéficie à l'ensemble de l'unité. Donc aussi bien pour le Pummeler que pour les Crack Riders. Les unités ne conservent pas les blessures. Si vous n'avez pas assez de blessures pour éliminer une unité, les blessures excédentaires sont perdues. Si j'avais obtenu 5, j'aurais pu faire 1, 2, 3, 4, mais 5, ici, il faut 2 blessures pour détruire celle-ci. Celle-ci n'aurait pas été détruite, mais n'aurait pas conservé la blessure. Cette blessure supplémentaire, elle disparaît à la fin de la phase d'assaut. Donc une fois que j'ai attaqué, imaginons que j'ai obtenu par exemple 2 et que j'ai décidé d'éliminer cette unité, ça va être à l'autre joueur de m'attaquer et ainsi de suite, jusqu'à ce que l'une ou l'autre des factions ait totalement perdu ses troupes sur la tuile, ou que l'une ou l'autre des factions ait décidé de prendre la fuite. Alors pour prendre la fuite, c'est simple. Imaginons que ce soit mon tour et que pour des raisons tactiques, je décide de prendre la fuite. Eh bien, je ne vais pas réaliser d'assaut. En revanche, je vais prendre l'ensemble de mes unités et les rapatrier sur mon bastion, comme ceci. Ce qui me permettra de les déployer plus rapidement, une solution tactique qui peut être envisagée plutôt que de perdre toutes ces unités dans un combat perdu d'avance par exemple. Une autre règle, à noter que pendant un assaut, si je n'inflige aucune blessure, eh bien je vais venir récupérer un jeton rage que je vais venir mettre de côté pour me rappeler. Et donc quand ce sera à mon tour, à la prochaine fois de réaliser un assaut, quel que soit le résultat que je vais obtenir, je vais infliger une blessure automatiquement à mes adversaires. Si j'avais 2 jetons rage, eh bien j'infligerais 2 blessures automatiquement à mes adversaires. Pareil pour l'adversaire vis-à-vis de moi. Autre possibilité, imaginons que j'attaque une cité elfe, et bien dans ce cas, les elfes, eux, n'ont pas la possibilité de fuir et vont se battre jusqu'à la mort. On va retrouver les caractéristiques des elfes d'émeraude sur la fiche d'armée. Les unités sont relativement puissantes, avec beaucoup de points de vie. Si j'arrive à détruire l'ensemble des elfes, qui sont représentés par des tokens, eh bien je vais prendre le contrôle de la cité, ce qui va me rapporter un point de victoire, et également à chaque phase de revenu, 3 cristaux. Ces cristaux, comme on l'a vu précédemment, qui vont permettre de forger des armes légendaires qui vont elles aussi me rapporter des points de victoire et des bonus sur mes unités. On a vu comment s'équiper, comment se déplacer et combattre. Maintenant, voyons la 3e étape d'un tour de jeu, les pierres de renfort. Sur chaque tuile, vous avez une pierre de renfort qui peut être jaune, bleue ou rouge. Et bien, c'est très simple. Pour chaque pierre de renfort que l'on contrôle, c'est-à-dire où on va avoir au moins une unité, et bien, on va venir ajouter une unité qui correspond au niveau de la pierre de renfort. Donc là, on est sur une pierre de renfort de niveau 1. Donc je vais pouvoir venir positionner une unité carcasse, donc qui est l'unité de niveau 1, sur la tuile de ma pierre de renfort. Là, je possède également cette tuile. Donc il s'agit d'une pierre de renfort de niveau 2. Donc je vais pouvoir positionner un nécromoine sur ma tuile. Une fois qu'on a réalisé l'action des pierres de renfort, eh bien, chaque joueur va pouvoir réaliser une seconde action au choix parmi équiper ses armées ou se déplacer et combattre. À la fin de la seconde action de chaque joueur, vérifiez si les conditions de victoire sont accomplies. Si ce n'est pas le cas, le joueur suivant peut jouer son action, sinon arrêtez immédiatement la partie. Chaque cité elfe rapporte un point de victoire à un joueur tant qu'elle est sous son contrôle. Chaque équipement légendaire rapporte un point de victoire à son propriétaire. Si un joueur possède 4 points de victoire au cours de sa deuxième action, il gagne immédiatement la partie. Il est possible de faire une variante de partie longue du jeu en passant de 4 à 5 points de victoire. Une fois que tous les joueurs ont réalisé leurs 2 actions, on va passer à l'étape de fin de tour qui consiste à améliorer les elfes. Pour ça, on va piocher une carte équipement pour chaque type d'elfe qui possède des unités en jeu. Donc imaginons ici qu'on retrouve bien un type d'elfe à peu près partout sur le plateau de jeu. Bien dans ce cas, on va venir prendre notre tas d'équipements, piocher 3 cartes en commençant ici toujours par le garde étincelant et automatiquement équiper, donc par exemple le garde étincelant d'une arme du vieux grimoire qu'on va positionner donc sur les armes. Ensuite pour le haut doyen, également un vieux grimoire, et enfin pour le templier, une bombe. Imaginons qu'on soit sur un autre tour que nos elfes sont déjà équipés, on va venir piocher à nouveau ici un nouvel équipement, par exemple une arbalète pour un coût de 5. Si ce coût de 5 est supérieur au coût de l'équipement déjà en place, là c'est pas le cas puisque c'est 8, dans ce cas on le défausse. Si nous avions un équipement qui avait été d'un coût supérieur, eh bien nous aurions remplacé le nouvel équipement par le précédent. Imaginons que pour le haut doyen, je tire
le bâton de chaman a une valeur de 9 qui est supérieure au vieux grimoire. Donc on va venir mettre notre bâton de chaman et l'ancienne carte, on va venir la mettre dans la défausse. Une fois que l'on a amélioré les elfes, il reste une toute dernière étape. Chaque joueur va piocher une carte tactique afin d'en avoir à nouveau 3 en main. Si la pioche de carte tactique est vide, mélangez les cartes de votre défausse pour composer une nouvelle pioche. Et voilà, donc je viens de vous présenter l'ensemble du jeu Clash of Rage de chez Origames, la boîte de jeu. Avant de nous quitter, je vais passer à l'étape de notation du jeu, donc sur 3 critères. Le premier, c'est le rapport qualité-contenu-prix. Donc pour un jeu qui est situé entre 80 et 90 €, on a beaucoup de matériel. Le plastique est de bonne qualité, mais les parties fines sont trop souples et cassantes. Le thermoformage est catastrophique et du coup, ça nous empêche de peindre. Et à l'usure, on risque d'abîmer les figurines, surtout sur les parties souples qui craignent énormément. Ça, c'est vraiment un gros point négatif. La raison pour laquelle je donnerais la note de 6,5 sur 10 pour le rapport qualité-contenu-prix. Pour l'aspect jouabilité et règles du jeu, le jeu est simple, les règles sont très bien faites, c'est fluide, c'est vraiment agréable à jouer. Pas nécessaire de se replonger toutes les 5 minutes dans le livre de règles. Le jeu est très largement rejouable, les parties sont assez courtes, entraînantes. Donc pour l'aspect jouabilité et prise en main du jeu, je mettrais la note de 8,5 sur 10. Et enfin, troisième et dernier critère, le plaisir de jeu. Clash of Rage est un jeu esthétiquement beau, rapide à mettre en place, facile à prendre en main, avec une bonne rejouabilité. On s'amuse beaucoup, on y revient facilement, même si le jeu manque un peu de profondeur tactique et stratégique, et la map est relativement limitée, je donnerai la note de 8 sur 10. Au final, j'attribue donc la note moyenne de 7,6 sur 10. Et voilà, c'est fini pour ce Total Board Games numéro 2. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne ou à me laisser vos commentaires. Je vous dis à très vite pour d'autres Total présentations. Et bonjour à tous, à bientôt et salut!